commencer cette émission, évoquons peut-être les sujets macroéconomiques et le sujet de la Chine. Je vous rappelle que le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert la semaine dernière et va se clôturer ce week-end avec évidemment en point d'orgue un 3e mandat pour Xi Jinping avec plusieurs discours qui se sont succédés au cours des derniers jours et surtout un fait qui n'est pas totalement anodin, la Chine qui a décidé de reporter la publication de statistiques majeures de manière indéfinie pendant cette période de congrès. C'est Irina Topasseri qui est avec nous en visioconférence pour évoquer le cas chinois aujourd'hui, économiste senior émergent chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être avec nous. Quels sont les grands messages qu'on peut retenir, vu de notre perspective occidentale, bien sûr, du discours et de la feuille de route qui a été dressée par les officiels chinois, Xi Jinping en premier? Effectivement, lors de ces congrès du Parti communiste, nous recevons deux choses. Une feuille de route que le président Xi a mis clairement dans son discours de politique qui a duré 2 heures. Et puis en fin de ce congrès qui a lieu samedi, dimanche, on aura donc la plénière qui va nous proposer les changements de tête, si vous voulez, la nouvelle élite chinoise, le Politburo, comme on appelle. Et donc, ces nominations vont être importantes aussi en fin de semaine. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lors de ces congrès, nous avons toujours entendu des choses. Si je vous amène très loin dans l'histoire, dans les années 40, ça a été la constitution du parti qui a été mise en route lors de ces congrès. Dans les années 80, certains conseils disciplinaires. Donc, il y a toujours un guidage de la politique de long terme qui se fait lors de ces congrès. Plus près de nous, 1997, si je vous rappelle, donc ça a été les réformes des entreprises étatiques. Donc, ça a été la grande réforme des SOI, comme on dit en jargon. Et puis, encore plus proche de nous, lors du dernier congrès 2017, nous avons eu ce nouveau concept en fait de qualité de croissance. Donc, j'ai envie de dire la feuille de route du président Xi s'inscrit largement dans la continuité. Objectif de moyen terme très clairement défini, c'est toujours la priorité du développement économique, libéralisation, ouverture, mais attention, de qualité, donc toujours ce terme qualitatif qui arrive. Plus de marché finalement pour s'occuper de l'allocation des ressources au sein de l'économie chinoise, où les secteurs mis au centre de la politique vont être toujours l'éducation, la technologie, les ressources humaines. La sécurité aussi arrive en tête, avec sécurité déclinée sur toutes ses formes, que ce soit sécurité alimentaire, sécurité technologique, sécurité énergétique, chaîne d'approvisionnement et aussi sécurité nationale. Et somme toute, ce focus en fait qui a toujours été en fait du parti, qui est sa subsistance, si vous voulez, dans le temps, qui est liée en fait au niveau de vie de ses concitoyens, donc la prospérité commune qui va toujours être au cœur de la politique chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire, Irina, justement, du degré d'ouverture de la Chine aujourd'hui? Alors, vis-à-vis du monde occidental, il y a peut-être deux horizons à regarder. La Chine comme puissance régionale aujourd'hui en Asie, et puis l'ouverture que la Chine peut encore avoir vis-à-vis du monde occidental. On sent bien quand même que ce degré d'ouverture s'est un peu rétréci ces derniers temps, c'est le cas de le dire, Irina. Et je trouve que le symbole est quand même très fort. Voir des statistiques aussi majeures que le PIB, par exemple, reportées de manière indéfinie, ça donne, alors vu de loin, ça donne quand même l'impression que la Chine devient presque une boîte noire économique. Alors, pour ce qui est de la globalisation, c'est sûr qu'on fait du surplace depuis déjà de bonnes années, voire même avant l'administration Trump. Donc, le commerce mondial avait déjà atteint un peu un pic et on voyait que ça n'avance plus, avec certaines sanctions mises en route, plus de tensions entre les relations sino-américaines. Effectivement, donc, il y a peu de gens encore aujourd'hui qui espèrent que la globalisation peut rentrer dans une deuxième phase d'accélération. Donc non, peut-être pas. Après la déglobalisation, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons besoin aussi de produits peu chers, surtout aujourd'hui quand l'inflation est où elle est dans les pays développés. Donc peut-être on ne va pas aller si vite. Et puis de toute façon, la vérité est qu'on ne peut pas délocaliser aussi vite qu'on le voudrait peut-être dans certains pays nos chaînes d'approvisionnement mondiales.
Donc ça, c'est pour la globalisation. La Chine, effectivement, est non seulement un acteur global, mais aussi très importante au niveau régional. Cela dit, sachez que Beijing n'a jamais eu un objectif d'être la première puissance mondiale, ni la première puissance globale. Donc elle n'a pas vocation à ça. En tout cas, dans les dires, le gouvernement chinois se focalise sur le bien-être de son pays, parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est leur survie. Donc la pérennité, si vous voulez, du Parti communiste et du régime communiste tient à ça, à 1,4 milliard de population qui doit être contente et accepter ce régime et le cautionner dans le futur. Alors, ce qui est des chiffrages là dont vous parlez là à l'instant, effectivement, nous attendions un tas de chiffres. Alors, c'est une très mauvaise communication, c'est le moins qu'on puisse dire de l'appareil statistique chinois. Maintenant, sachez qu'il y a eu des semaines fériées au mois d'octobre, donc ça vient peut-être au fait c'est peut-être lié du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de tout sortir. Enfin bon, ils savaient qu'ils avaient une semaine de congé. Ce qu'il en est, on ne sait pas, on verra un peu quand les chiffres arriveront. Il y en a qui disent, ils ne les disent pas aujourd'hui. On s'attend quand même à un T3 très fort. Je vous rappelle que le deuxième trimestre en Chine a été en forte contraction parce qu'on était sous l'effet des confinements passés. Et donc le T3 était attendu en forte hausse. Donc en plus, on attend plutôt un chiffre de bonne facture. Alors, est-il peut-être de mauvaise facture? On essaye de le cacher. C'est en tout cas ce que le marché essaye de spéculer. D'autres spéculent à l'inverse, que le chiffre est très beau. Il faudrait qu'il arrive au moment de l'annonce du plénum, de la plénière, effectivement, avec les annonces des nouvelles têtes au Politburo. Les nouvelles têtes de Politburo sont très importantes. Peut-être une chose à dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire lors du congrès, donc de stipuler les longues lignes à moyen long terme de la politique et les objectifs à atteindre de la politique. Maintenant, l'implémentation, elle est quand même du fait du Politburo, d'où l'importance d'avoir les bonnes personnes qui vont arriver à bien communiquer. Rappelez-vous, en 2017, je rappelais là le concept de qualité de croissance, et on a vu effectivement une réglementation extrêmement mal placée, mal expliquée, mal aiguillonnée, qui a en fait causé beaucoup de remous sur les marchés financiers. Donc voilà, on espère que les nouvelles têtes sauront un peu implémenter un peu mieux ces objectifs qui sont les mêmes dans la continuité, mais enfin bon, attention à l'implémentation. Et de ce point de vue-là, effectivement, les personnes sont importantes, d'autant que je crois le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, c'est une poignée de personnes. C'est une dizaine à peine de personnes qui sont vraiment le cœur du réacteur du pouvoir exécutif chinois. Irina, ces nominations, est-ce qu'elles vont avoir tendance à consacrer encore un peu plus le pouvoir de Xi Jinping, qui pourrait atteindre le rôle de leader, comme Mao a pu l'être en son temps? Il est aujourd'hui le cœur du parti. Est-ce qu'il peut franchir une étape encore supplémentaire? Ou est-ce qu'il y a l'idée quand même de préparer quelque chose qui serait un après Xi Jinping, peut-être? Alors ça, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités, effectivement. C'est assez intéressant de regarder donc la Chine, donc un pays de 1,4 presque milliard d'habitants. Le Parti communiste a moins de 100 millions de membres. Alors vous allez me dire, c'est énorme. Effectivement, c'est le plus gros parti du monde en termes de nombre d'adhérents. Cela dit, moi, il ne me paraît pas énorme par rapport à la population chinoise et au fait qu'il y a un unique parti finalement. Mais alors, c'est assez intéressant de voir la pyramide de décision. Donc vous avez le congrès du parti, donc la réunion actuelle, où il y a 2270 délégués. Après, on monte sur le comité central, 205 membres, on remonte sur ce Politburo, 25 membres, et puis le summum, le comité permanent, où aujourd'hui, il n'y en a plus que 7 membres, et bien sûr, au top de cette pyramide se trouve Xi. Donc Xi Jinping n'est pas seulement le secrétaire général donc du Parti communiste, il est aussi le chef des armées, il est aussi le chef de l'État. Donc effectivement, aujourd'hui, il est un peu sur cette formule de unique surpuissant, à tout puissant, si vous voulez, dans cette organisation de la Chine et de sa politique. Il y a quand même du débat à l'intérieur du pays de dire qu'un peu d'opposition est toujours bonne pour vérifier si on est toujours sur la bonne longueur d'onde et si on ne se trompe pas de cap. Donc on verra un petit peu ce qu'il en sera sur les nominations. Le fait est qu'il y a des nominations un peu automatiques qui vont se passer
parce qu'on atteint les âges maximum, hein, donc de rester en place. Hein. Les Chinois font pousser, si vous voulez, leur prochain leader, leur prochaine élite, hein, la jeunesse, en gros, entre guillemets. Bon, jeunesse, pas si jeune, mais bon, un peu, ils les font grandir un peu dans l'organisation politique. Donc, on verra un petit peu la teneur, si tout le monde est toujours dans la lignée de Xi, ou bien il permet un peu de souplesse afin d'être peut-être mieux... de mieux faire face aux enjeux dans lesquels la Chine est aujourd'hui, à laquelle la Chine doit faire face aujourd'hui, et où il faut avoir un peu plus de vue. Hein. Un dernier mot, Irina, pour revenir d'ailleurs à la conjoncture. On n'a pas eu les statistiques attendues cette semaine en Chine, mais on a vu quand même le yuan offshore notamment, marquer un nouveau plus bas historique contre le dollar, face à des devises asiatiques qui sont alors très très dévalorisées aujourd'hui. Je pense au won coréen, je pense au yen japonais, bien sûr. Dans quelle mesure, par rapport à ces devises avec laquelle la Chine est en concurrence, dans quelle mesure le yuan chinois est-il trop fortement évalué aujourd'hui? Alors ça, c'est vraiment une situation, j'ai l'impression, presque globale. Hein. Donc le dollar est fort presque vis-à-vis de tout le monde. Hein. Donc c'est plus que parler de la faiblesse des devises, et c'est souvent émergente, mais enfin, vous mentionnez le Japon aussi, l'euro aussi, hein, donc je veux dire, on n'est plus du tout dans la même divergence émergente, pays développés, donc on a quand même cette force du dollar face à tout le monde, hein. Donc il y a un peu faut peut-être regarder un peu les choses un peu à l'envers, mais maintenant, si on regarde du côté de ces devises émergentes, hein, parce que l'Asie, les devises asiatiques, effectivement, prennent aussi de la faiblesse. Plus que ça, c'est les pays de l'Europe centrale, par exemple. Donc là, vraiment, on est dans le cœur du problème. Mais la Chine, effectivement, doit faire face plutôt aussi à une faiblesse de sa devise parce que c'est un des peu de pays du monde, hein, et je mets de côté la Turquie parce que c'est un cas particulier, on aura l'occasion d'en parler à d'autres moments. La Chine est en train d'assouplir sa politique économique, que ce soit monétaire ou fiscale, puisque, comme on sait, donc, elle est encore en train de faire face à tous ces à-coups liés au Covid, à la pandémie. Donc, si vous voulez, leur problématique est de savoir est-ce qu'on n'assouplit pas trop, justement, pour trop laisser filer le yuan. Donc, je pense que leur problématique, c'est pas de dire est-ce qu'on est trop apprécié, trop déprécié. Je pense que leur problématique, c'est de dire comment je gère mes problématiques de déséquilibre interne aujourd'hui face à la politique externe, parce que quand même, c'est le différentiel des taux qui gère quand même la direction des devises, aujourd'hui en se trouvant complètement dans des tendances très divergentes par rapport au reste du monde. Hein. Merci beaucoup Irina, merci pour cet éclairage à l'issue de cette semaine de congrès en Chine. Hein. Il y a encore effectivement des informations importantes qui seront livrées et qui nous parviendront depuis ce congrès chinois ce week-end. Irina Topasseri qui était avec nous en visioconférence, économiste senior émergent chez AXA IM.